Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons aborder le métier de conseiller patrimonial. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter chacun leur tour. Steven, je vous en prie. Oui, alors merci. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine au Crédit Agricole Île-de-France. Donc, je m'occupe d'un portefeuille d'environ 250-300 clients et je tourne sur 4 agences dans le sud Yvelines. Super, merci. Élodie. Bonjour à tous, Élodie Gillet, donc conseillère indépendante en gestion de patrimoine, membre du cabinet Le Cercle du Patrimoine. J'interviens sur cette profession depuis moins d'un an, donc j'aurai l'occasion d'aborder pourquoi par la suite. Très bien. Cédric, je vous en prie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric Chalard, je travaille pour Rallianz et je fais effectivement de la gestion de patrimoine sur la Bordeaux et la Gironde, voire un peu plus loin, mais principalement en Gironde, depuis 4 ans. Très bien. Nicolas. Bonjour à tous, c'est Constantin. J'ai fondé mon cabinet NC Patrimoine, donc cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en janvier cette année. Je suis nouveau dans la profession et apparemment j'étais un mandat. Et j'ai fait aussi pas mal d'autres étapes avant, mais aujourd'hui, voilà, je suis conseiller en gestion de patrimoine à mon compte indépendant, CIF, et COA et COBSP. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, on va aborder le parcours que vous avez effectué de vos études jusqu'à l'entrée dans la vie active, jusqu'à maintenant, pour devenir conseiller patrimonial. Donc, je vous en prie, qui souhaite prendre la parole en premier? Moi, je peux commencer si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai commencé, moi, j'ai fait de l'alternance, j'ai fait un BTS Banque à la BNP Paribas. Après, j'ai fait ma licence au Crédit Agricole. J'ai été embauché par la suite et après, j'ai fait un peu toutes les étapes. J'ai commencé un peu à l'accueil, après conseiller patrimonial et après, depuis 2 ans et demi, conseiller en gestion de patrimoine. Et je suis dans le groupe Crédit Agricole depuis environ 10 ans. Donc voilà, en 10 ans, j'ai franchi toutes ces étapes. Et en passant conseiller en gestion de patrimoine, le groupe m'a permis de passer un master en gestion de patrimoine pour compléter et compléter la licence. Très bien. Merci. Je vous en prie. Je peux y aller si vous voulez. Tout à fait. Moi, en fait, j'ai fait également aussi, alors j'ai pas fait le parcours traditionnel, hein. Moi, j'ai fait un BTS à l'époque en alternance qui s'appelait Action commerciale en 2005. De mes souvenirs, enfin, je l'ai eu en 2005. Et j'ai travaillé après, en fait, pendant 15 ans chez Solocal, qui était l'expert jaune. En fait, j'ai vendu de la publicité papier, puis après digital pour les entreprises pendant une quinzaine d'années. J'ai quitté cette entreprise-là juste avant le confinement. Et, en fait, pour un autre projet qui n'a pas abouti. Et du coup, je suis tombé un petit peu par hasard dans ce que je fais aujourd'hui. Où, avant d'intégrer Allianz il y a 2 ans, j'étais indépendant. J'ai bossé pour un cabinet sur Bordeaux en tant qu'indépendant où je faisais principalement de la défisque immobilière, hein. Voilà, donc ça m'a permis quand même de connaître principalement cette c'est-à-dire partie-là dans un premier temps. Et après, j'ai été contacté par Allianz. Justement, ça coïncidait avec la fin de la loi Pinel. Et donc, comme aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus vaste. J'ai sauté le pas et voilà comment j'ai atterri chez Allianz il y a 2 ans. Super. Je vous en prie, qui souhaite prendre la parole? Alors, je peux peut-être continuer. Ah bah vas-y. Peu importe, merci. Alors, pour ma part, mon parcours n'a pas été non plus une ligne toute droite. J'ai commencé il y a quelques années dans un lycée militaire, donc c'est une expérience qui m'a marquée, que je tiens à souligner. Par la suite, j'ai intégré l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai pu obtenir un master 2 en économie et finance.
Après l'obtention de ce diplôme, je démarre ma carrière en cabinet d'audit avec une expérience marquante de 10 ans chez EY, Ernst Young pour les plus anciens, où j'ai pu auditer des comptes annuels de compagnies d'assurance, de banques, de mutuelles, etc. Donc des années riches en apprentissage sur ce qu'est la finance, on va dire. Voilà. Après plus de 10 ans de carrière en audit, besoin de changer de cap pour ma part. Donc, j'ai voulu faire autre chose que d'analyser et de valider des chiffres. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui en tant que gestionnaire de patrimoine depuis ce début d'année 2025, avec cette envie d'accompagner, d'être au plus proche de personnes. Voilà. Très bien. Pour ma part, du coup, donc parcours au niveau des études, commencé par une prépa, puis suivi par un master en finance de marché à l'EDEC Business School. Suite à quoi, donc, je me suis lancé avec un premier job en Italie à Société Générale en salle de marché. Donc, j'étais sales sur la partie produits dérivés et produits structurés. Suite à quoi, après 2 ans et demi en Italie, j'ai eu l'opportunité de rentrer en France. J'ai travaillé sur Monaco pour un courtier en produits structurés. Donc l'idée, c'était en fait d'accompagner des CGP. Alors c'était sur la Suisse, donc ils appellent ça des gérants de fortune, mais on va parler du même métier plus ou moins. Et des family office dans donc la création de produits sur mesure pour leurs investisseurs. Et, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ne pas côtoyer l'investisseur directement était un peu ce qui me manquait aussi dans le métier. C'était frustrant et d'où le revirement de situation l'an dernier en avril. J'ai quitté Monaco, lancé donc dans le sud de la France à Nice à mon compte. Alors j'ai commencé avec un mandataire, le groupe EZIS. Et puis après quelques mois avec eux où j'ai été formé, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et de monter mon propre cabinet et de porter mon CIF. Et donc je suis Super. voilà, actuellement là depuis janvier, ma société a été créée. Bravo. Franck. Pardon, Cédric. Excusez-moi. Je peux me représenter, mais Ok, j'ai déjà pardon, fait. excusez-moi. Je pensais que vous ne l'aviez pas encore fait. Pas de souci. Ah, c'était pas si percutant que ça, je peux le refaire alors, hein. Pas de problème. Super, bah, merci beaucoup pour vos parcours. Désormais, je vais vous demander quels sont les défis que vous avez pu rencontrer, que ce soit du coup dans vos études, dans la vie professionnelle. Euh, donc voilà, chacun en fonction de son parcours. Est-ce que vous avez été confronté du coup à des défis? Je pense que le défi principal, surtout quand on fait les métiers qu'on exerce, c'est de se mettre régulièrement à jour parce que tous les ans, il y a des évolutions. Selon le parcours qu'on a fait aussi avant, on peut avoir justement peut-être une dominante plutôt réglementaire. Là, on a quand même, on doit sans cesse se mettre à jour, s'adapter aussi aux besoins. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de besoins des consommateurs qui évoluent. Donc en fait, en réalité, on doit toujours un peu s'adapter, être au fait de ce qui se fait d'un point de vue réglementaire, de ce qui est attendu. Parce qu'après, avec les nouvelles générations de clients, on peut avoir peut-être des problématiques complètement différentes. Donc moi, je dirais que le gros enjeu de notre métier, mais dans pas mal de métiers liés à la clientèle comme ceux au conseil, c'est de savoir toujours s'adapter aux réglementations et aux nouveautés. Il faut être assez flexible. Je rejoins Steven dans cette partie. Effectivement, le réglementaire est de plus en plus lourd sur ce Mm. métier. Et en fait, on passe euh, la moitié, si ce n'est les trois quarts de notre temps et de la partie, en fait, on va communiquer aux clients sur de la partie réglementaire. Donc, c'est beaucoup de documents, d'entrer en relation, d'expliquer qu'est-ce qu'est notre métier, comment on le fait. Peut-être, en fait, beaucoup pour finalement aller à l'essentiel du client. Et puis, c'est assez complexe aussi. Donc, au début, de se lancer, d'avoir accès à toutes ces réglementations, les chambres, donc, accompagnent les CGP dans ces cas-là, notamment la CNCGP pour moi m'accompagne bien. Mais bon, c'est quand même, voilà, la partie principale, c'est qu'on se retrouve, en fait, à un monde de réglementation qui se complexifie chaque année. Augmente la transparence vers le client, c'est sûr. Mais en fait, on se rend compte que c'est aussi beaucoup
beaucoup de travail en plus, de charges, et puis en fait, beaucoup de potentielles sources d'erreurs derrière également. Oui, surtout aussi avec une génération habituée au clic, si je puis dire. Donc, pour compléter ce que viennent de dire Steven et Nicolas, donc on est quand même sur des métiers réglementés avec des investissements, etc. Là où parfois on dit ah non, mais moi je veux quelque chose en 2 clics, mais voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a un peu de pédagogie à faire aussi. On ne peut pas avoir quelque chose de personnalisé sur mesure en cliquant sur un formulaire à 3 questions sur Internet. Donc c'est vrai que c'est un peu cette sensibilisation aussi. Et pour ma part, étant dans le démarrage de mon activité, il y a aussi ce défi de se faire une place, en fait, une réputation, d'accompagner des gens après, donc qui ont confiance en nous, qui nous recommandent. Même si, encore une fois, être bon dans son métier, c'est bien, mais il faut savoir le faire savoir. Donc après, demander de la reco. Donc ça aussi, pour ma part, ça représente un défi au quotidien. Très bien. Oui, mais je vais compléter. Effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit, hein. La partie réglementaire, la partie conformité, veille, on va dire, par rapport à tout ce qui se fait et tout ce qui change régulièrement est très importante. Encore plus, moi, en termes de défi, quand j'ai sauté le pas en tant qu'indépendant où je n'étais pas du métier, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est un fil rouge de notre métier. Et après, effectivement, je rejoins aussi Elodie, le deuxième grand défi qu'on a au quotidien, c'est qu'après, on peut porter les meilleurs conseils. Si on n'a pas de clients qui ont des besoins en face et qui nous écoutent et qui sont prêts à nous faire confiance, il ne se passera pas grand-chose. Donc moi, dans mon métier, mon défi aussi au quotidien, c'est justement d'animer mes réseaux de partenaires, de gagner la confiance de mes clients pour aller chercher de la recommandation et pour continuer à avoir du monde. Et de préférence du monde qui, on va dire, qui va se trouver dans la cible, qui peut avoir des problématiques patrimoniales, puisque gestion de patrimoine, malheureusement, quand il n'y a pas de patrimoine, on ne peut pas faire grand-chose souvent. Donc après, c'est toute une partie, on va dire, de développement commercial qui est assez importante, du moins dans mon métier à moi chez Allianz, et qui fait la difficulté. Après, une fois qu'on est devant le client, ça se passe plutôt bien, mais c'est arriver à aller chercher les cibles qui nous intéressent. Très bien. Du coup, merci beaucoup pour vos analyses sur les défis rencontrés. Désormais, on va aborder plutôt l'aspect métier de votre travail en fonction des structures dans lesquelles vous avez pu travailler. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement en fonction de la taille de l'entreprise, ce genre de choses par rapport à votre métier? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées, enlevées? Donc voilà, parlez plus en détail de votre poste en tant que conseiller en gestion de patrimoine par rapport aux différentes structures que vous avez pu rencontrer dans votre parcours. Alors c'est vrai que moi, je vais commencer. Moi, je travaille, c'est vrai, au sein d'une structure bancaire. Donc, on va dire que c'est vrai que la prise de poste est peut-être des fois un peu plus facile que comme mes collègues qui peuvent avoir lancé leur propre activité, parce qu'ils ont peut-être des fois un portefeuille à construire et à développer en partant presque de zéro. Nous, évidemment, hein, si on est aussi dans une logique de développement, mais quand on arrive, on nous confie quand même un portefeuille qui est déjà établi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est peut-être un petit peu plus confort pour une prise de poste. Et après, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, moi, avant, j'étais conseiller, j'étais attaché à une seule agence. Qui peut changer au moment de l'évolution, c'est qu'il faut savoir naviguer entre ces différentes agences, être autonome, flexible, avoir une bonne rigueur, parce que si on a un rendez-vous dans telle agence le matin et dans telle agence l'après-midi, il faut bien fixer son agenda pour pas qu'à un moment donné, il y ait un chevauchement. Donc, c'est plus ça qu'il faut apprendre, parce que on n'est pas avec un responsable qui est là sans arrêt avec nous toute la journée. Donc, c'est surtout cette prise d'autonomie qu'il a fallu développer quand on évolue plus au sein d'une structure traditionnelle. Mais je pense que ça s'applique aussi pour mes collègues, mais peut-être même encore plus, parce qu'eux, derrière, ils ont peut-être ce statut d'indépendant qui fait que ils n'ont pas de responsable direct, donc c'est peut-être encore plus prégnant chez eux. Oui, complètement. Alors, pour ma part, c'est vrai que je me suis lancée en indépendante. Pour autant, le fait d'être en cabinet permet de mutualiser, si je puis dire, nos partenariats. Donc après, effectivement, tout ce qui est prise de clientèle et tout se fait de zéro, hein.
Pour autant aussi, ça permet de partager nos expertises les uns les autres. Nous, pour le coup, c'est vrai qu'on est 5 indépendants au sein de ce cabinet. Voilà, ça nous permet de nous compléter, de des fois sortir un peu la tête de l'eau juste en reprenant un peu, en mettant à plat les idées et d'avancer. Pour autant, c'est vrai que cette autonomie, elle est de rigueur, bien évidemment, sur pour s'organiser, ces prises de rendez-vous. Voilà, faut être très vigilant là-dessus. Moi, de mon côté, ouais, le retour d'expérience pourrait être passé par du coup deux types donc, de structures dans le métier. Un premier qui était donc en tant que mandataire pour un réseau, dans lequel finalement on avait donc tout l'accompagnement administratif, légal, le contour juridique, enfin, un peu la totalité en fait qui était fait. Et on va dire qu'on était vraiment donc front office, et donc principalement de la relation client, avec ses avantages et ses limites aussi, parce que c'est vrai que du coup, on était contraint sur l'offre à ce qu'on proposait à nos clients, forcément une rémunération un peu moins attractive et en fait pas la main à 100% sur ce qu'on pouvait faire. Donc oui, voilà, si aujourd'hui il y avait une différence sur cette type de structure, c'est vrai en étant tout seul, le gros point noir, c'est toute la partie paperasse, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est tout seul, on est lâché dans la nature, on prend toutes nos propres. Si à l'inverse, on est en groupe, on a donc cet accompagnement, cette aide et cette belle rampe de lancement. Alors, moi j'ai fait en fait deux ans en tant qu'indépendant avec un mandataire, et après 2 ans, donc là où je suis salarié aujourd'hui du groupe Allianz. On va dire que la différence, c'est principalement le statut, aussi le fait que, bien évidemment, quand on, entre guillemets, avec ce que j'ai au sein d'Allianz, c'est beaucoup plus important en termes de possibilités que ce que j'avais auparavant, où j'étais cantonné quand même à beaucoup d'immobilier et un petit peu de produits financiers, mais très peu. Donc, on a quand même beaucoup plus de choses à proposer à nos clients. On n'est pas du tout sur la même approche. On est plutôt sur une approche globale. Donc, c'est quand même plus intéressant, on va dire, intellectuellement, de pouvoir faire une vraie étude sur tous les aspects juridiques, fiscal, social, quand on rencontre quelqu'un, que simplement de traiter un sujet qui était la fiscalité principalement dans mon premier poste. Après, là aujourd'hui, je suis salarié, mais en fait, j'ai la chance qu'on est quand même très indépendant dans ce qu'on fait aujourd'hui, où Allianz nous laisse la possibilité de pouvoir travailler sur des événements, proposer des choses. Enfin, on est assez libre dans mon quotidien. Moi, j'ai pas d'agence, j'ai pas d'horaire. Hein, je travaille. Alors, il y a bien évidemment il y a des réunions d'équipe, il y a des formations obligatoires, il y a des moments de temps de passage obligés, on va dire, mais c'est très peu. Hein, ça représente quoi? Peut-être une demi-journée par semaine et même pas toutes les semaines. Mais après, dans l'organisation au quotidien, je suis salarié, mais avec l'avantage de pouvoir dans mon emploi du temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez sympa d'avoir cette double casquette de la sécurité d'Allianz et du groupe avec tout ce qui ça comporte et aussi en termes d'offres, mais aussi en termes d'accompagnement quand il y a des cas un peu complexes où on peut faire appel à toutes les ressources en interne en termes d'ingénierie patrimoniale sur du pro, du particulier, enfin, qui peut être quand même assez intéressante quand on a besoin sur certains cas. Donc voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe. Je suis assez libre en termes d'organisation. Et peut-être, Florence, je me permets de compléter juste ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, allez-y. Même quand on est indépendant, on ne reste pas une cellule isolée entre ces 4 murs. On s'entoure de personnes un peu comme si on reconstruisait une structure d'entreprise. Donc, on va s'accompagner de quelqu'un qui va être à même de nous fournir du conseil juridique, d'un notaire. Donc, on n'est pas tout seul non plus isolé. On reconstruit cet environnement très complémentaire des uns des autres qui sont essentiels pour rester dans ce métier. Et moi, je rebondirais sur ce qu'a dit Cédric quand il a parlé effectivement de dire on est beaucoup plus complet dans nos offres. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la gestion de patrimoine, il faut être à l'aise, évidemment, non seulement avec tout ce qui peut être placement, accompagnement, transmission, etc. Mais il faut aussi être conscient qu'il faut être très à l'aise avec tout ce qui est sujet d'assurance, de prévoyance, parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie des offres qu'on va proposer aussi dans le cadre de la gestion de patrimoine, parce que ce qu'on vise, c'est d'accompagner sur la globalité nos clients, donc de protéger aussi leur patrimoine,
Donc, c'est des choses aujourd'hui qu'il faut avoir à l'esprit quand on se lance dans ce métier-là. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter d'autres éléments? Non? Non, c'est bon. Ok. Bon. On a balayé quand même pas mal de sujets. Oui, tout à fait. Du coup, moi, la question que j'ai à vous demander, c'est quels sont vos conseils en tant que professionnel pour des jeunes qui souhaiteraient du coup se lancer dans ce métier-là? Quels conseils vous pourriez leur donner pour réussir dans ce domaine? Je veux bien y aller. Du coup, moi, si j'ai des conseils à donner, c'est développer votre réseau. Parce que, en fait, demain, vos clients, c'est votre réseau. Donc, quel qu'il soit, tout niveau, amis, famille, connaissances de l'école et tout, ça se construit au plus jeune âge et ça se conserve. Et entretenez-le parce que, en fait, c'est la base de, aujourd'hui, je pense, d'une clientèle fiable et durable pour nous. Faut pas non plus sous-estimer la charge de travail, hein, bien sûr. Si vous souhaitez vous lancer seul, ne lésinez pas sur les moyens. Il faut pas hésiter à prendre tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui. On parlait d'administratif, voilà, si on prend, il faut s'accompagner absolument de tout ce que sont les outils aujourd'hui en gestion de patrimoine. Donc, pour ne pas les citer, les Harvest ou autres qui permettent donc de suivre les portefeuilles des clients et surtout de nous faire toute la partie enfin, paperasse en fait et documents pour notre suivi client. Et puis voilà, au niveau des principaux conseils que j'aurais à donner, si j'en ai d'autres, je compléterai après. Ouais, et un peu dans ce qu'a dit Nicolas, alors c'est un peu, ça va avec un peu l'idée de réseau, mais notamment pour ceux qui, par exemple, pourraient sortir d'un master en gestion de patrimoine et qui s'apprêteraient à soit rejoindre un cabinet ou une banque, il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est un métier qui est aussi énormément basé sur le relationnel. Donc, les compétences techniques, c'est une chose. Ce qu'on apprend à l'école, c'est super important parce qu'il faut être très carré dans ce qu'on va apporter au client. Mais il ne faut pas oublier avant tout que le client va vous choisir aussi pour ce que vous êtes vous, et pas que parce que vous êtes très connaisseur, parce qu'au final, toutes les informations, maintenant, on peut les retrouver assez facilement. Mais c'est ce que vous allez pouvoir apporter, vous, en tant que personne, en plus, et qu'est-ce que vous allez faire de ces connaissances et du relationnel que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est une compétence qui est super importante à développer, qui n'est pas si facile à développer si ce n'est pas naturel. Donc, il faut vraiment, je pense, s'atteler à la travailler le plus tôt possible. Très bien. Oui, moi, le conseil que je pourrais donner aussi, c'est effectivement, déjà de ne pas hésiter à, même si peu importe le parcours qu'on a, à s'auto-former, à aller chercher de l'information, à aller croiser les renseignements, parce que il y a pas mal de choses qui peuvent changer, modifier, et parfois on entend des choses qui sont assez incroyables. Donc quand même toujours peut-être vérifier, recroiser les informations qu'on peut avoir quand on parle de législation, de fiscalité ou autre, pour s'assurer quand même de dire un minimum de bêtises. Après, peut-être bien aussi se renseigner sur les différents réseaux qui existent pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Parce que effectivement, soit chez Allianz ou en tant qu'indépendant total ou même à la banque, c'est pas dans la façon de travailler, c'est pas tout le temps de la même manière. Donc, quelqu'un peut s'éclater dans une banque et inversement marcherait pas chez Allianz. Et donc, se renseigner sur les différents réseaux qui peuvent exister. Et puis après, effectivement, aller voir un maximum de monde parce que tout ce qu'on peut apprendre, c'est bien, mais c'est toujours aussi, il y a toujours des cas un petit peu particuliers avec des objectifs patrimoniaux, des objectifs familiaux qui sont différents et donc on apprend, là où on apprend le plus, c'est sur le terrain en allant rencontrer les gens et en voyant en fait des situations différentes. C'est ça qui est le plus formateur à mon avis. Et puis comme on disait, hein, le réseau est important. Alors après, aussi faire attention quand on arrive, c'est bien de s'appuyer sur un réseau si on a de la famille, des amis qui sont prêts à nous écouter. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu réticent à les contacter directement quand je débarquais quelque part, et parce que ça reste après quand des gens qu'on voit en dehors, hein, donc pas qu'on soit pas légitime, mais bon, l'utiliser, c'est bien, mais après, aller chercher aussi, pas oublier qu'il faut aller essayer d'aller chercher d'autres réseaux et développer tout ça parce que c'est bien de pouvoir jouer sur toutes les casquettes et d'être un petit peu vigilant par rapport à ça en disant je vais arriver,
je vais appeler tonton parce que je sais qu'il a un peu d'argent et ça va le faire. Voilà. Moi, je caricature un peu, hein, mais. Ouais, donc effectivement, le réseau, c'est très important et enfin, je suis en plein dedans pour le développer par rapport à mon démarrage. Après, peut-être un conseil en plus qui me vient aussi, c'est vraiment l'écoute de nos clients. Notre métier, c'est vraiment de les accompagner, de les conseiller. Donc, poser les bonnes questions, souvent, amène à prendre les bonnes décisions et les bons investissements derrière. Donc, c'est ce qui me semble très important. Et de là, en découle la confiance, etc. Très Puis bien. si je peux aussi rajouter sur ce qu'avait dit Elodie, en fait, à la partie d'avant, s'entourer également des bons professionnels autour parce que elle l'a rappelé. C'est vrai qu'on a besoin d'un comptable pour nos clients, on a besoin d'un notaire, on a besoin d'un avocat, on a besoin de toutes ces professions, d'un agent immobilier aussi souvent pour mettre des biens en location. Et donc avoir ce réseau souvent local est un gros plus pour un cabinet aujourd'hui pourra déléguer en fait, c'est pas faire. D'un courtier aussi. Puis, c'est indispensable au tous les jours pour faciliter le quotidien de tout le monde. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter d'autres choses? Non, c'est Pour un bon. mot de la fin ou pour les conseils? Non, en termes de conseils. Après, moi, j'ai quelques questions à vous poser, mais D'accord. non, c'est bon pour vous? Non, je pense que c'est Ok. C'est bon pour moi. Moi, je voulais poser une question, du coup, à Elodie et Nicolas en tant qu'indépendants. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir indépendant? Ça vous a pas fait peur? Et pourquoi devenir indépendant, en fait? C'est la question. Je me lance peut-être. Alors pour ma part, j'ai grandi dans un environnement très rigide, donc famille de militaires, lycée militaire. J'ai été dans un cabinet d'audit, donc pareil avec une hiérarchie très forte. On passe des grades ou pas. Enfin, le fait est que à un moment, je me suis posé la question j'avais un peu l'impression d'étouffer avec ce salariat, ces grades, ces promotions. Donc, tout simplement un bilan de compétences. Encore une fois, se poser les bonnes questions. Et une fois qu'on se pose les bonnes questions, on se rend compte que la solution était finalement pas très loin. Donc, reconversion professionnelle et l'indépendance allait de soi. Donc, pour ma part, ça a été une continuité naturelle de mon évolution professionnelle. Donc des doutes, oui, mais j'ai trouvé ce que j'étais venue y chercher. Voilà. Ok. De mon côté, c'était un but en soi. Ça a toujours été dans les petits papiers de se mettre indépendant à son compte sur la partie gestion de patrimoine. Le vrai point, c'était donc la légitimité et la formation. Donc, c'est pourquoi on ne se lance pas en sortie d'études directement, d'avoir, comme on disait, peut-être tonton ou quelqu'un dans la famille qui a un cabinet qu'on peut reprendre. Sinon, on ne se lance pas comme ça. Après, pour la petite histoire, moi, j'avais plutôt en tête de commencer à 40 ans en me disant que bon, le réseau était bien mature à cet âge-là, qu'on y allait, les amis ils commençaient à avoir des postes bien. Et puis, la réalité du terrain m'a appris qu'en fait, non, le temps est beaucoup mieux à 30 ans. Enfin, on est beaucoup mieux 10 ans plus tôt pour se lancer parce qu'en fait, faut accompagner les personnes au début et pas mature. Sinon, 90 déjà, un peu raté, hein. Et une fois qu'une personne est accompagnée, on a du mal à le récupérer en fait, enfin, surtout s'il est bien accompagné. Donc pour le, pour le pourquoi je suis indépendant, c'était un et Excusez-moi, Nicolas, ça a coupé. Vous avez dit pourquoi vous êtes devenu indépendant? oui, voilà, je disais, c'était dans tous les cas dans un programme, une fin en mois. C'était juste la question, c'était le quand. Et donc le quand, c'est retrouvé maintenant et les pourquoi d'être indépendant. Après, enfin, ça peut sembler assez logique, mais c'est une gestion à 100% de son temps. C'est-à-dire que travailler un dimanche n'est pas gênant, là où des fois, décider de ne pas travailler pendant toute une journée, on en a la possibilité. On n'a pas des horaires, on n'est pas là à 8h30 jusqu'à 18h au bureau.
on n'a pas de compte à rendre en fait. Finalement, on travaille pour soi-même. Tous les gains, on les reçoit soi-même. Et puis c'est ce qui fait que le matin, on se réveille avec un sourire. On a ça dans la peau du moins. Très bien. Du coup, ce statut d'indépendant, à tous les deux, vous a jamais fait peur? Non, parce que c'est des, comment dire, enfin après, je pense, je parle aussi au nom de Nicolas, mais qu'on est des personnes réfléchies. On ne se lève pas en se mouillant le petit doigt et en se disant bon bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Enfin, donc c'est des projets de vie professionnelle qui font Ok. qu'on a fait un choix en connaissance de cause et qu'on savait ce qu'il y avait derrière aussi. Et effectivement, cette volonté d'indépendance de gestion du calendrier, pour ma part, c'est aussi ce pourquoi j'ai fait ce choix-là. J'avais de la gestion d'équipe auparavant. Malgré tout, quand on est salarié, on a beau dire on est indépendant, pour ma part, il y avait quand même des contraintes horaires à avoir. Donc effectivement, se libérer toute une journée pour la reporter sur un dimanche, c'était pas nécessairement envisageable. Par contre, travailler le dimanche plus la journée, c'était acquis pour l'employeur parfois. Donc, voilà. Ok. Et puis, Très bien. si je peux rajouter, oui, aussi, c'est que, en fait, enfin, je pense qu'avec Elodie, ce sera un peu le cas aussi, mais moi, j'ai travaillé avant justement pour m'assurer, entre guillemets, les premiers mois, voire premières années de confort dans le métier, pour lui laisser un en mettant, en mettant de l'argent. Ça, c'est un autre compte. Mm. Je dois se lancer seul. Et ayez un patrimoine de côté, parce que les rémunérations ne vont pas tomber en 6 mois, qu'on se le dise. Enfin, il y en aura, mais c'est pas ce qui va vous permettre de vous subvenir aux besoins. Donc voilà, c'est ça aussi, moi, qui j'avais de côté de, pendant les 2, 3 premières années d'activité, sans forcément atteindre des gros revenus. Ça permet aussi de partir beaucoup plus serein, en fait. Parce qu'on n'a pas le stress, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui, en fait, si en septembre, on met la clé sous la porte. Oui, et du coup, enfin, le fait que Nicolas parle, enfin, ça me fait penser aussi, bah, forcément à des événements de vie. Le fait de se lancer en indépendant va mettre aussi des barrières par ailleurs. Par exemple, je parle à titre personnel, besoin de changer de voiture, bah, pas de fiche de salaire à présenter, d'office, c'est plus difficile d'obtenir ce que l'on souhaite que en emmenant ses fiches de paye et aucune question n'est posée. Donc voilà. Pour chaque statut, chaque structure, il y a des avantages, des inconvénients. Chacun doit mettre sur le papier ce qui lui convient. Et ce qui convient aujourd'hui ne conviendra peut-être plus dans 5 ans. Donc c'est voilà, c'est faire ses choix en conséquence et s'adapter comme on en a envie, quoi. Ça tombe bien ce que vous dites, Elodie, parce que j'allais vous demander, du coup, à tous les deux, quels sont les avantages et les inconvénients du statut d'indépendant, mais vous en avez déjà abordé un. Oui, puis Nicolas, on a déjà donné pas mal. Effectivement, on a Oui. cette liberté d'organiser notre agenda. On se structure comme on le souhaite. On donne l'image de notre activité que l'on souhaite. Pour autant, effectivement, en contrepartie, ben, on n'a pas la sécurité du poste salarié. Si on veut se prendre son mois d'août en congé, ben, il faut l'anticiper parce que pas de travail, pas de rémunération. Pour autant, là, c'est vrai que ça fait plusieurs mois pour ma part, je travaille dur et la rémunération arrivera plus tard. Enfin, donc c'est tout ça s'anticipe et se gère. Donc, voilà. Très bien. Steven et Cédric, du coup, vous n'avez jamais envisagé de devenir indépendant? Alors moi, pour ma part, non, parce qu'en fait, l'évolution s'est faite naturellement au sein de l'entreprise. Ça, j'ai évolué à différents postes, donc la question s'est jamais posée. Et l'avantage, c'est que moi, j'évolue dans une entreprise qui donne après d'autres possibilités d'évolution encore. Donc voilà, moi, je suis pas arrivé au point où je me dis, voilà, je suis arrivé au bout, je sais pas quoi faire. Moi, j'ai encore des possibilités d'évolution, donc aujourd'hui, j'ai pas cette volonté d'évoluer en tant qu'indépendant, puisque j'ai encore derrière des possibilités d'évoluer, de continuer à m'épanouir. Donc moi, tant que j'ai ces perspectives-là, je n'ai pas aujourd'hui la volonté
d'évoluer en tant qu'indépendant. La question se poserait si j'arrivais au bout en me disant, voilà, là aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas quoi faire, mais c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc non, moi voilà, je suis très content de ma situation professionnelle. Très bien. Alors, bah, moi, je l'ai été en fait. Oui, J'ai été 2 ans indépendant c'est vrai. auprès d'un mandataire avant d'arriver chez Allianz. Alors Euh, pourquoi vous avez donc, ça switché m'a pas fait du coup? peur. Alors, moi, j'ai switché tout simplement parce que le modèle économique du mandataire pour lequel je travaillais était basé sur principalement la défisque immobilière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la loi Pinel disparaissant, c'était beaucoup plus compliqué d'aller contacter des clients par rapport à ce qu'on proposait, où j'avais un peu d'assurance vie, un peu de PER, mais c'était 95% de la défisque immo, et à l'intérieur, c'était 9 ventes sur 10, c'était de la Pinel. Donc, comme la loi s'arrêtant, j'ai été contacté par Allianz, qui a un panel en fait d'offres beaucoup plus important, et donc c'est pour ça que j'ai basculé, et aussi pour continuer à me former, parce que justement c'était un peu restrictif de travailler principalement sur la fiscalité et sur l'immobilier. Là aujourd'hui, je touche des aspects beaucoup plus larges sur un vrai accompagnement patrimonial global. Donc c'est quelque chose que je suis allé chercher aussi. Et après, alors, dans mon quotidien, où je suis salarié, mais je suis totalement libre de m'organiser comme je veux. Hein. J'ai pas d'horaire. Si je veux travailler le week-end, je peux travailler le week-end. Si je veux pas travailler une journée, ben, je peux ne pas travailler une journée. Techniquement, après, ce qui compte, c'est le résultat. Bien évidemment, quand il y a une réunion ou une formation, il faut que j'y assiste. Mais c'était le cas aussi quand j'étais indépendant. Hein. Indépendant auprès d'un mandataire, j'avais même peut-être plus de contraintes horaires et de réunions imposées qu'aujourd'hui j'en en ai en tant que salarié. Après, ça dépend de chaque réseau, mais en tout cas, moi, dans celui que je bossais. Mais bon, à l'époque, ça m'allait bien aussi parce que du coup, j'avais besoin de beaucoup de formation et beaucoup d'accompagnement vu que je débutais dans le métier. Donc, voilà pourquoi j'ai changé. Très bien. Super. Euh, Moi, j'avais deux, trois petites questions avant de répondre à Stéphanie et Bamba. Euh, Quelles sont les évolutions possibles après quelques années? Est-ce que on peut créer son propre cabinet après quelques années juste en ayant été conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce qu'on peut le faire tout de suite? Je sais que Nicolas, vous avez un petit peu répondu à ça tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des évolutions particulières Bon, suite à ce poste? je peux continuer sur ma lancée, comme ça, après, j'espère aller les autres. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de. On peut tout faire. Moi, aujourd'hui, je suis salarié. Demain, je peux repartir indépendant, créer mon propre cabinet, m'associer avec Nicolas pour aller venir bosser avec lui s'il a envie d'avoir un associé sur Bordeaux. Enfin, on peut aller travailler chez un mandataire, je peux aller en banque. Enfin, il y a différents réseaux, à vrai dire. On peut faire ce qu'on veut. Moi, l'avantage que je vois à être dans le réseau dans lequel je suis aujourd'hui, c'est que j'ai la possibilité aussi d'évoluer vers peut-être des fonctions de management, d'équipe commerciale par exemple, ou après de direction départementale, régionale, voilà, ou travailler dans différents services qui existent autour de la gestion de patrimoine, que ce soit pour la conformité, pour la formation. Voilà, moi l'avantage que j'y vois dans un groupe comme Allianz, c'est que derrière, justement, en termes d'opportunités, comme peut-être là aussi, je pense, Steven au Crédit Agricole, il y a différents métiers qui s'offrent à nous. Si demain, on a envie d'évoluer vers ce type de poste, on a la possibilité de le faire au sein du groupe dans lequel on travaille. Ouais, non, effectivement, ce que dit Cédric est assez juste. On retrouve pas mal de ce qui a déjà été dit. En fait, pour le coup, pour les évolutions, on va dire, il y en a deux qui sont assez classiques après. Donc, se diriger soit vers du management, parce qu'en fait, quand on a été conseiller en gestion de patrimoine, en général, on a un peu de recul sur l'entreprise. Donc, ça nous permet d'avoir un peu de légitimité derrière pour aider des équipes au sein des agences, ça peut être aussi de certains services. Et il y a une évolution qui est aussi assez naturelle, nous, en banque, c'est d'évoluer vers ce qu'on appelle la banque du dirigeant. Donc, c'est plus pour les chefs d'entreprise. Donc, c'est, disons, un petit peu la continuité de ce que je fais déjà, mais vraiment vers une clientèle orientée plus professionnelle, avec des entreprises de taille un petit peu plus importante. Mais après, il y a des possibilités d'évolution transverse, comme évoluer vers du métier comme conseiller professionnel. Ça se fait aussi. C'est moins souvent le cas, mais les portes sont globalement assez ouvertes. Très bien. Merci beaucoup. Une petite dernière question avant de répondre à celles qui sont indiquées. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier aujourd'hui?
Alors moi, c'est de rencontrer vraiment des personnes différentes tous les jours. C'est ça que je trouve le plus chouette. De découvrir, de se rendre compte qu'une personne, de prime abord, peut se dire, elle fait tel métier, j'ai déjà vu ça, mais elle va être complètement différente d'une autre. Et c'est à chaque fois de se remettre en question pour dire, voilà, comment je peux accompagner cette personne avec ce qu'elle m'a dit. Elle me fait confiance, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et c'est ça qui est super épanouissant au quotidien. Très bien. Pour compléter ce que dit Steven, c'est un peu pareil, voilà, c'est la partie contact humain, le fait de vraiment avoir des personnes qui nous remercient pour le conseil qu'on leur a donné. Alors ça va du simple correctif sur l'avis d'impôt où ils avaient oublié une demi-part ou autre chose, à des conseils beaucoup plus poussés sur transmission, etc. Le fait de se sentir sur les personnes qui accompagnent, d'avoir une vraie valeur ajoutée. Et puis pour les meilleures on va dire, fiertés et réussite, c'est lorsque nos propres clients nous disent, bon, bah, je t'ai recommandé auprès d'un ami qui va t'appeler ou que tu peux appeler pour lui présenter ton métier, il a besoin de toi. C'est, on va dire, un peu le totem ultime du métier, c'est-à-dire qu'en plus de nous faire confiance, il est prêt à nous recommander auprès de son réseau. Très bien. Complètement. Alors moi, c'est aussi ce besoin de se sentir utile. Du coup, on entre malgré nous dans la vie des gens, hein, parce que pour les conseiller dans les investissements, il faut apprendre à bien les connaître. Et le fait de voir le patrimoine se construire petit à petit et les évolutions se faire avec effectivement le totem, comme l'appelle Nicolas, j'aime bien ce thème de la personne qui nous recommande, donc qui a vraiment été satisfaite et parce que je trouve que la recommandation c'est très fort en termes de remerciement. Voilà, donc c'est vraiment ce sentiment d'être utile, d'accompagner et de faire un peu de pédagogie sur tout ce qui est la gestion financière, qui fait peur à bien beaucoup de monde, à tort bien souvent. Oui, je vais confirmer ce qu'ont dit tout le monde. C'est vrai qu'effectivement, c'est un métier qui est différent un petit peu tous les jours, hein, puisqu'on voit différents profils, différentes personnes, à différents moments de leur vie aussi, avec différents objectifs. Donc, c'est jamais la même chose. Et après, c'est aussi, enfin, pas oublier que ce métier-là, c'est quand même un métier qui est important. Parfois, on rencontre des gens qui ne se rendent pas compte de ce qui peut se passer si un décès arrive, si un accident arrive. Et donc, nous, on est là aussi pour les mettre en lumière et les protéger. Protéger pas simplement leurs finances, mais protéger aussi leur famille. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut compter. Et quand on nous remercie, comme tout le monde le disait, c'est vraiment parce que on montre un petit peu toutes les précautions qu'on peut prendre et les ajustements qu'on peut faire pour justement que tout se passe tel qu'il le souhaite ou qu'il l'aurait souhaité, en tout cas. Très bien. Alors avant de finir, on va répondre à Stéphanie qui nous dit qu'elle est diplômée notaire avec un M2 ingénierie du patrimoine, EM droit et gestion internationale du patrimoine, Dauphine plus certif, métier family office au REP en cours. Quel type de structure vous pensez qu'elle puisse démarcher avec ce parcours? Est-ce que vous avez... Bah, elle peut démarcher plein de structures. A priori, elle a l'air assez armée en termes de diplôme. Maintenant, notre métier, comme je disais tout à l'heure, on a beau être les meilleurs conseillers du monde, il faut aussi, on va dire, vulgariser un petit peu parfois les termes qui sont un peu compliqués pour les faire comprendre à nos clients. Et donc, il faut être à l'aise avec les gens, à l'aise à la manière d'expliquer, à l'aise pour démarcher de nouveaux clients. Il y a quand même une partie commerciale qu'il faut aborder, même si nos clients nous recommandent, pas parce qu'on est des bons commerciaux, mais parce qu'on leur apporte le bon conseil. Mais ça va de pair. Après, par rapport à ce qu'elle dit là, j'ai envie de dire peut-être effectivement aller travailler dans une office notariale où elle ne sera pas effectivement dans la démarche commerciale, mais simplement dans le conseil ou dans la rédaction des propositions ou d'un cabinet comptable qui va faire payer les études patrimoniales, où là, en fait, du coup, elle va rendre le conseil, mais où elle n'aura pas forcément le client final. D'accord. Je veux dire directement, à mon avis. Après, il y a peut-être d'autres choses qui Ouais, existent moi que je ne connais pas. ouais. Je suis assez d'accord avec ce que Cédric disait. En banque, par exemple, moi je pense que ce qui peut convenir à Stéphanie, ça peut être soit un poste avec peut-être plus une orientation juridique, pourquoi pas, pour justement aider les conseillers en gestion de patrimoine qui seraient confrontés un peu à des problématiques pour lesquelles ils n'auraient pas la réponse,
d'un point de vue juridique. Il y a certaines banques aussi qui ont besoin d'ingénieurs patrimoniaux, donc qui sont peut-être moins en contact avec les clients et pareil, qui vont aider sur la rédaction d'analyses patrimoniales quand elles sont un petit peu plus poussées. Mais c'est vrai que, comme a dit Cédric, oui, on est dans un métier de conseil, mais on ne peut pas occulter la partie commerciale qui est indispensable aussi. Donc, il faut voir quelle est la priorité, Stéphanie. Est-ce que c'est vraiment conseil? Est-ce que le commercial, ça peut aller aussi? Si c'est vraiment le conseil, je pense que peut-être se diriger vers plus du back-office ou du middle pour venir en support des équipes qui sont en contact avec la clientèle, à mon avis. Moi, Très de ce bien. que je vois de la formation de Stéphanie, j'aurais dit, par rapport aujourd'hui aux différentes personnes que je rencontre, les services d'ingénierie patrimoniale, en fait, chez les assureurs avec qui je travaille. Donc, en fait, aller postuler, par exemple, soit sur Avenir ou autre assureur, aujourd'hui, qui ont des services justement calés. Je note qu'il y a de la gestion internationale du patrimoine, donc une spécialisation dans la partie aussi pour les étrangers qui viennent peut-être s'installer en France ou qui veulent faire de la gestion depuis l'étranger. Toutes ces questions-là, c'est des questions que nous, on pose aux ingénieries patrimoniales et donc ça peut être en fait la réalité du métier chez des assureurs qui aujourd'hui ont une clientèle quand même assez haut de gamme en portefeuille. Très bien. Il peut aussi y avoir les offices notariés. Je parlais avec des notaires ce matin, par exemple, et ils cherchent à développer leur service de gestion de patrimoine. Donc, avec ce bagage en droit, diplômé notaire, etc., a priori, ton profil te conviendrait tout à fait. Ok. Super. Merci beaucoup pour vos réponses à toutes ces questions et votre parcours. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Avant de finir, je voulais dire à toute la communauté n'oubliez pas que Dog Finance, c'est la plateforme du coup qui est incontournable pour booster votre carrière en finance. Donc, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant pour découvrir toutes nos opportunités, postuler aux meilleures offres et échanger avec des recruteurs et experts du secteur. Voilà, merci beaucoup Élodie, Steven, Cédric et Nicolas. Voilà, merci d'avoir participé. Merci. Merci Au à vous. revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.